classe CM1-CM2 de Toriac, présentée par Lina. Bonjour Lina. Bonjour Célia. Nous allons vous parler d'un thème précis dans le cadre du développement durable de l'eau. En effet, Célia, l'utilisation de l'eau a vraiment changé depuis ces dernières années. C'est pour ça que nous sommes allés interviewer des personnes âgées de la maison partagée sur l'eau. Et ils nous ont dit qu'il y avait plusieurs méthodes d'utiliser l'eau tout en l'économisant. Si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description pour voir l'interview complète. Alors Maëlle, à quoi nous sert l'eau maintenant ? Chaque Français consomme quotidiennement plus de 100 litres d'eau. Pour se représenter à ce quoi correspondent 100 litres d'eau, imaginez que c'est l'équivalent chaque jour de plus de 66 bouteilles d'1,5 litre. Que ce soit pour l'hygiène, c'est-à-dire boire, se doucher, se laver les dents, prendre un bain, se laver les mains ou pour l'entretien de la maison. Avec la vaisselle, la lessive, les chasses d'eau, l'utilisation de l'eau qui ponctue notre quotidien. On l'utilise aussi pour laver les voitures, arroser les champs, les fleurs et les potagers. Pour information, on utilise en moyenne 39 litres d'eau pour se laver, 10 litres pour la vaisselle, 6 litres d'eau pour le ménage. Concernant la consommation d'eau, nous avons besoin d'1,5 litre d'eau par jour. Tout cela a un coût puisque l'eau de nos robinets est potable et subit des traitements. Plus de 4 milliards de mètres cubes d'eau sont facturés chaque année. Le réseau de distribution d'eau potable compte 906 000 km de conduite. En moyenne, en 2016, un ménage français consomme 120 mètres cubes d'eau par an et règle une facture d'environ de 400 €. Un agriculteur français utilise 68% d'eau. J'ai également trouvé, pour terminer, quelques chiffres concernant la production. 1 kg d'acier nécessite 300 et 600 litres d'eau. 1 kg de papier nécessite 500 litres d'eau. 1 kg de blé nécessite 600 litres d'eau. Et 1 kg de pommes de terre nécessite 600 litres d'eau. Merci Maëlle. Mais est-ce qu'en Haïti, l'utilisation de l'eau est la même ? Nous allons le savoir car nous avons interviewé Julie qui a vécu 15 ans de sa vie là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, Haïti se situe à l'est de l'Amérique. L'eau potable était-elle difficile à trouver ? Oui, l'eau potable, c'est un problème énorme en Haïti. Toutes les eaux sont contaminées. D'abord par les orages torrentiels, les habitants qui n'ont pas de système d'évacuation de l'eau, d'assainissement, donc ont l'habitude de mettre leurs déchets dans la rue, des animaux également, pas de fosses septiques. Les déchets industriels également coulent à même les rivières, donc il est extrêmement difficile de trouver de l'eau potable, ce qui fait que les Haïtiens du peuple boivent ce qu'ils trouvent, donc s'ils vont dans une rue et qu'il y a de l'eau au niveau du sol, ils boivent ce qu'ils trouvent, parce qu'il faut que chaque jour ils aient leur quantité suffisante d'eau. L'État n'organise pas de système de dispense d'eau. Dans la capitale, il y avait quelques canaux qui permettaient justement de recevoir, comme l'électricité d'ailleurs, 1 heure par jour, un petit peu d'eau dans les maisons. Mais c'est tout, n'était pas fiable, on ne pouvait pas la boire, il fallait y mettre des cachets de décontamination. En général, les habitudes qu'on avait, c'était d'aller au supermarché, d'acheter des bidons d'eau d'une société qui, en Haïti, dispense justement cette vente, ça s'appelle la société Culiga. Si l'eau n'est pas potable à cause des tempêtes, des déchets ou autres, comment est-elle rendue potable pour la consommation ? Voilà, donc ces bouteilles d'eau à l'achat, mais qui ne sont pas accessibles évidemment aux gens du peuple. Les cachets de décontamination qu'on trouve dans les pharmacies ou à l'étranger, toujours pas accessibles pour les gens du peuple. Du coup, pas d'eau potable pour la majorité de la population, des gens qui ont des maladies parasitaires, qui sont consécutives à ces eaux malpropres, insalubres. As-tu déjà vu des déchets dans l'océan ? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter les îles aux alentours. J'ai vu souvent surnager des déchets organiques, des sachets, des choses que
Bon, nous, on n'a pas l'habitude de voir quand on va à la mer, puisque je vous ai expliqué que voilà, les gens, la population, comment dire, utilise la mer comme un endroit où on peut se nettoyer, se laver, etc. Et les industries haïtiennes, il y en a quelques-unes, n'hésitent pas à jeter leurs déchets dans la mer. Donc effectivement, malheureusement, on a de mauvaises surprises. Y avait-il des dangers marins, inondations, requins? Oui, il y avait tous ces animaux dans l'eau. Moi, j'ai été victime de méduses très toxiques en bord de mer. Il y avait des requins également. Oui, tous les dangers qu'on peut trouver. Bon, en même temps, voilà, on fait attention, pas plus qu'ailleurs en tout cas. Y avait-il des piscines municipales? Non, aucune piscine municipale. Il y avait de grands hôtels pour les gens riches qui étaient ouverts en fait, aux clients étrangers. Il m'est arrivé d'y aller. En fait, cette vie-là où on ne pouvait pas sortir, circuler comme on le voulait, puisque donc, il y avait beaucoup d'insécurité, obligeait les gens du peuple évidemment à vivre au jour le jour, mais les autres personnes à trouver des occupations dans les hôtels, le week-end notamment. Donc là, on avait accès à la piscine, évidemment, en payant une entrée, mais aucune piscine municipale. Consommais-tu beaucoup d'eau quotidiennement? Alors c'est un pays très chaud, un pays sous les tropiques, où forcément on a besoin de boire. Comme je pense que ma consommation était la même qu'aujourd'hui, parce que j'avais la chance de pouvoir acheter tout simplement des bouteilles ou boire des jus de citron. Donc je n'étais pas privée d'eau. L'eau était-elle chère là-bas? Si l'eau est payante, les gens ont-ils assez d'argent pour se la procurer? Donc l'eau était chère, puisqu'elle venait souvent de l'étranger, des États-Unis. La population, donc, comme j'ai expliqué, n'avait pas... le revenu d'un Haïtien du peuple correspond à moins d'1 euro par jour. Donc non, on ne pouvait pas se payer d'eau en bouteille. Y avait-il de l'eau minérale en bouteille? Des eaux, oui, de l'eau minérale qu'une seule société dispensait, donc elle avait le monopole, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'eau Culligan, une société américaine. Après, on avait aussi des eaux minérales qu'on trouve dans les magasins, des eaux françaises, mais à des prix exorbitants, donc il n'était pas question de les acheter. Voilà. Quand tu es arrivé en Haïti, as-tu trouvé une grande différence de consommation d'eau? As-tu eu du mal à t'y habituer? Par la force des choses, on s'habitue au mode de vie. Donc j'ai appris. Au début, j'étais sûrement très surprise. Et puis par la suite, j'ai pris le rythme, comme tout le monde, à mesurer la quantité d'eau, surtout pour me laver, par jour. Par rapport aux boissons, comme j'ai expliqué, il n'y avait pas de problème. Et surtout que j'avais une enfant à l'époque. Donc voilà, il fallait m'organiser par rapport, il fallait faire des choix. On ne pouvait pas se doucher plusieurs fois par jour. Elle était petite. Donc c'était elle qui passait en priorité. Voilà. Donc il fallait activer cette fameuse pompe, il fallait avoir assez d'essence. Voilà, c'était tout un cheminement totalement différent de ce qu'on vit ici au quotidien. Ça obligeait à réfléchir, à anticiper sa vie. Trouves-tu que tu as une consommation d'eau différente depuis que tu es rentré en France? Ce que je constate, c'est que je gaspille moins d'eau. Voilà, si je remplis un verre, je le finis. Je n'en prends pas deux si j'ai envie d'en prendre un seul. C'est ça qui a changé. Peut-être aussi ma façon d'élever ma fille, de faire passer des messages. Je suis plus attentive quand même à ça. Y a-t-il une différence de consommation entre les villages et les villes? Oui, parce qu'en ville à Port-au-Prince, donc dans les maisons de gens qui avaient plus d'argent, donc il y avait quand même évidemment des robinets. Dans les campagnes, les gens pauvres n'ont pas ce système-là, donc ils ont des fontaines accessibles sur certains villages. Des fontaines qui ne fonctionnent pas tous les jours d'ailleurs et qui sont quotidiennement abîmées, l'eau volée. Voilà. Donc il y avait une différence évidemment de consommation entre la campagne et les villes. Et souvent les gens de la campagne allaient en montagne pour aller chercher avec des seaux de l'eau dans les sources d'eau et les ramener pour pouvoir
pouvoir la consommer pendant la semaine. Et pour finir, nous allons te parler des conditions du pays. Y avait-il des déchets dans les rues? Y avait-il un système de ramassage de déchets, de recyclage ou de tri? Alors, il y avait de nombreux déchets dans les rues. Quand je suis arrivée, je me souviens de la vision que j'ai eue. Je me suis dit, mais j'avais jamais vu autant d'ordures, excusez-moi de le dire, rassemblées, voilà, à même le sol. Oui, malheureusement, les gens vivent au milieu des ordures. Donc, il n'y a pas de système public de collecte de déchets. Ça veut dire que chacun gère ses déchets comme il le veut. Alors, les gens du peuple, évidemment, jettent voilà, ce qu'ils utilisent. Les gens un petit peu plus riches peuvent faire appel à des sociétés privées qui viennent avec des camions, qui prennent tous les déchets, qui vont gentiment les jeter en bord de mer. Donc quand on va justement à la mer, on est bien content de, comme tu me demandais tout à l'heure, de voir des tas d'immondices comme ça former des montagnes d'ordures. Donc pas du tout de système de collecte organisé et surtout pas de système de traitement des déchets. Donc ça c'est vrai que c'était le côté très négatif. Voilà, de la vie en Haïti. Il y avait beaucoup de côtés positifs, mais celui-là était très compliqué à supporter. Les odeurs, etc. Voilà la vision, les odeurs. La contamination des eaux, les maladies générées par justement cette absence de traitement des déchets. Personnellement, faisais-tu attention aux déchets que tu jetais? Alors si tu veux, c'est pas du tout la même problématique ici. Moi quand je suis à la maison, je fais comme beaucoup de Français, là, je trie mes déchets en France. Voilà. Mais en Haïti, c'était pas du tout le questionnement. Moi, l'objectif c'était voilà, de pouvoir trouver une façon d'évacuer les déchets de la maison. Voilà. Je faisais attention à bien sûr ne pas contaminer la nature. Est-ce que dans mes choix d'achat alimentaire, j'étais sensible au fait que tel sachet puisse se détruire ou pas? Non, c'est vrai. Malheureusement, je n'avais pas cette façon de voir les choses parce que je savais que malheureusement, rien n'était fait par la suite et que ce que j'allais jeter serait mis en bord de mer. Donc voilà. C'est vrai qu'en France, par contre, j'y suis attentive. Et j'apprécie qu'ici, on ait tout un système qui organise justement le traitement des déchets. Peut-être ça m'a rendu plus sensible à ça. Quand j'étais jeune, peut-être que je n'avais pas cette vision des choses. Donc ça m'a servi. Quelles sont les conditions d'hygiène en Haïti? Douche, bain. Comment sont les toilettes en Haïti? Alors les conditions d'hygiène du peuple, très compliquées. Donc, je l'ai déjà dit, puisque donc, voilà, ils vivent au milieu des ordures et je pense que voilà, leurs besoins, ils les font dans la rue. Un petit peu comme au Moyen-Âge chez nous. Donc chez moi, il y avait des toilettes, voilà, mais je pense que j'avais une fosse septique, semblant de fosse septique individuelle. Mais je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir comment ça pouvait, au bout de quelques années, être nettoyé. Voilà, des conditions compliquées qui facilitent en fait le développement des maladies. Et maintenant, deux de nos journalistes, Tom et Maïssa, ont analysé des photos d'Haïti pour vous montrer le sujet. Tom, à toi. Sur l'image, on voit deux très jeunes enfants haïtiens qui ramènent de l'eau sur leurs épaules. Cette eau n'est pas potable car les enfants l'ont trouvée dans les rues pleines de déchets. Ils ont fait l'aller-retour de leur village vers Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en une journée. Ces enfants sont très pauvres, ils portent des vêtements abîmés. Ils n'ont pas d'eau courante chez eux, pas de robinet, pas de canalisation. Donc ils doivent aller chercher de l'eau très loin de chez eux. Sur l'image, on voit également 4 Haïtiens qui sont revenus de Port-au-Prince avec des seaux d'eau. Ils se sont installés devant la maison de l'un d'entre eux. La maison est faite de tôle en fer car ces Haïtiens sont pauvres. Elle n'est pas solide et pas confortable. Elle ne peut pas
résister aux pluies d'orage, aux cyclones ou aux tremblements de terre qui touchent souvent Haïti. Cette image nous apprend comment les Haïtiens pauvres font pour survivre. À toi, Mélissa. Une association humanitaire américaine appelée CARE a réuni de l'argent pour aider la population haïtienne qui manque d'eau. Cette association a envoyé des militaires américains avec de nombreux packs d'eau potable. Ils viennent d'arriver dans un énorme hélicoptère. Ils vont ensuite transporter ces packs d'eau potable dans les dispensaires du pays. Merci Tom et Maïssa. Et maintenant, Cadwal va vous parler des conditions de l'eau à Rodrigue. Merci Lina pour cette présentation. Et oui, effectivement, je vais parler de l'eau à Rodrigue. Rodrigue est l'une des 3 îles de l'île Maurice. Elle est située au milieu de l'océan Indien, au sud-est de la France et à l'est de Madagascar. Sa superficie est de 110 km² et il y a 38 000 habitants, soit 345 habitants au kilomètre carré. La particularité de l'île est qu'il y a 1 heure d'eau courante et potable par jour. L'eau potable est rare à Rodrigue. Les principales activités de l'île sont la pêche, l'agriculture et le tourisme. Merci Cadwal. Et tout de suite, Maëva va vous présenter le rapport de l'UNICEF qu'elle a observé et analysé. Merci, et oui en effet Lina, l'UNICEF est une agence consacrée à l'amélioration de la vie des enfants pauvres. Elle a été créée le 11 décembre 1946. Son nom était United Nations International Children's Emergency Food, traduit Fonds des Nations Unies pour l'enfance. D'où cet acronyme UNICEF. L'UNICEF a reçu le prix Nobel de la paix le 12 janvier 1985. L'UNICEF s'occupe de plusieurs missions comme l'éducation des filles, la famine, mais aujourd'hui je vais parler plus précisément de l'eau. Dans le rapport paru, l'UNICEF indique que 27 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans les pays confrontés à la famine. Donc l'UNICEF se mobilise en récoltant des fonds, mais cela n'est pas assez pour combler totalement la soif et la famine. Mais malheureusement, 800 enfants meurent dans le monde chaque jour à cause de la pauvreté et des maladies provoquées par une eau de mauvaise qualité. Surtout dans les pays les plus pauvres comme le Yémen, le Nigeria ou l'Inde. UNICEF veut que tous les enfants du monde aient à boire et à manger, mais pour cela, UNICEF a créé un site internet pour donner des dons. Et beaucoup de chanteurs se mobilisent comme les Kids United en chantant pour les enfants pauvres. Nous jetons beaucoup de déchets. Mais où vont-ils? Pouvez-vous nous éclaircir, Julien? Ils vont dans le 7e continent. On a découvert ce continent en 1997. Le 7e continent est dans l'océan Pacifique Nord. Il est composé de déchets. 75% des déchets sont du plastique. Il fait 6 fois la France ou un tiers de l'Europe. En 2006, on a trouvé 18 500 morceaux de plastique par mètre carré sur une profondeur d'environ 10 mètres. Il y a 3,4 millions de kilomètres carrés de déchets car les hommes jettent leurs déchets dans la nature ou dans l'océan et le vent, la grêle, les ruisseaux ramènent les déchets dans l'océan. Le vortex, qui est un courant marin, ramène les déchets au même endroit dans l'océan. Il y a beaucoup de poissons et oiseaux qui meurent, thons, mouettes, pélicans, saumons, etc. à cause de nos déchets, car ils confondent le plancton avec les microdéchets plastiques. Et de plus, l'eau est plus difficile à traiter pour la consommation. Tous les déchets sont 100% d'origine humaine. Pour montrer l'impact de ces déchets, Emric et Andrea ont analysé des photos. Emric, à toi. Sur la photo, on voit un homme force sur sa barque. Il navigue dans les déchets de plastique. À l'intérieur de son embarcation, il y a des morceaux de plastique et autres objets qu'il ramasse soigneusement. On dirait qu'il sélectionne ce dont il a besoin. Il est en équilibre sur la barque et semble habitué à ce ramassage. L'enfant est habillé avec un shirt
et un t-shirt et pieds nus. On imagine qu'il fait cette récolte d'objets pour peut-être s'en servir, les revendre ou les donner parce qu'il est pauvre. Merci Emmerich, à toi Andrea. Une tortue est sur une plage. Elle a dans sa bouche un morceau de plastique qu'elle va manger sans même savoir que c'est du plastique. Elle ne doit pas faire la différence entre les méduses qu'elle mange habituellement et un bout de plastique. Après tout, 100% de plastique est d'origine humaine et il y a beaucoup de déchets rejetés par les humains dans le monde. Et ces déchets impactent sur beaucoup d'animaux et d'êtres humains. Merci Emmerich et Andrea. Maintenant, Adrien va vous parler de la désalinisation de l'eau. La désalinisation de l'eau, c'est le fait de transformer l'eau de mer en eau potable. Les deux procédés les plus courants sont la distillation et l'osmose inverse. La distillation consiste à l'évaporation de l'eau de mer, soit en utilisant la chaleur des rayons solaires, soit en chauffant dans une chaudière. Seules les molécules d'eau s'échappent, laissant en dépôt les sels dissous et toutes les autres substances contenues dans l'eau de mer. Il suffit alors de condenser la vapeur d'eau ainsi obtenue pour obtenir une eau douce consommable. L'osmose inverse, elle nécessite de traiter avant l'eau de mer en la filtrant et en la débarrassant des éléments en suspension et des micro-organismes qu'elle contient. Le procédé consiste ensuite à appliquer à cette eau salée une pression suffisante pour la faire passer à travers une membrane semi-perméable. Seules les molécules d'eau traversent la membrane, fournissant ainsi une eau douce potable. L'inconvénient est que cela est très cher. Seuls certains pays pauvres en eau, mais suffisamment riches, comme le Koweït et l'Arabie Saoudite, utilisent ce procédé. Ok Adrien. Et Silas, comment cela se passe-t-il pour traiter l'eau? Actuellement, on puise 60% d'eau dans les rivières et 40% dans les nappes phréatiques. On contrôle et traite l'eau avant de la distribuer. Dans l'eau, il y a aussi des microbes, des bactéries. Les plus fréquentes bactéries sont les protozoaires. Les protozoaires libres participent à l'épuration des milieux, dépolluent les eaux en surface, fixent l'azote au sol et consomment les microbes plus petits. Et une autre sorte de protozoaire qui donne des maladies graves. En ce moment, il existe plusieurs façons de traiter l'eau. La première est celle qu'on connaît tous. D'abord faire décanter puis filtrer. Mais il existe aussi la dénitrification, l'ozonation, déposer sur filtre à charbon actif et chlorer l'eau. Ce système fonctionne, mais il a ses limites. Et si l'eau est trop polluée, il faudra augmenter l'ozonation et la chloration. Une autre façon, c'est le bassin de phytoépuration. C'est un bassin de plantes qui nettoie les eaux usées de la maison. Merci Silas. Tout de suite, Mélina et Mike vont nous parler du risque de restriction d'eau qu'engendrera le réchauffement climatique. Un enfant sur 4 d'ici à 2040 vivra dans des zones où les ressources en eau seront extrêmement limitées. C'est le constat que l'UNICEF a rendu dans son rapport du 22 mars 2017. D'après un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF publié mercredi 22 mars à l'occasion de la journée de l'eau. Le changement climatique va causer un épuisement de ressources en eau propre.
ce qui va peser sur la vie et le bien-être des enfants. Le directeur général de l'UNICEF, Anthony Lack, a déclaré dans son communiqué « L'eau est essentielle, sans elle, il n'y a pas de croissance. Le manque d'accès à l'eau propre fait partie de la vie des millions d'enfants dans le monde entier, qui nuit à leur santé, met en péril leur existence et compromet leur avenir. Si nous ne prenons pas dès maintenant des mesures collectives, cette crise ne cessera de s'aggraver. » D'après le rapport rendu, 36 pays connaissent actuellement un niveau de stress hydrique extrêmement élevé. La conséquence du réchauffement climatique est la hausse des températures et la montée des niveaux de mer, ce qui nuira à la quantité d'eau disponible et au système d'assainissement. Tous ces dégâts obligent les enfants à utiliser de l'eau impropre à la consommation. Cela les expose aussi à des maladies mortelles, le choléra et la diarrhée. Dans certaines zones de sécheresse, de nombreux enfants consacrent plusieurs heures par jour à la collecte de l'eau, ce qui les empêche d'avoir la possibilité d'aller à l'école. Les filles en particulier courent au risque de se faire agresser. Avec ce sujet, on voit que l'accès à l'eau potable est très importante, pour des raisons de santé, mais aussi parce que si toute la population avait accès à l'eau potable, cela permettrait plus d'égalité au niveau de l'éducation et de la sécurité des enfants et des adultes dans le monde. Vu que l'eau sera rare, comment l'économiser? Laurie et Elise vont nous donner quelques méthodes. Pour débuter, nous allons vous parler des alternatives de l'eau. Nous nous sommes demandé s'il existait des alternatives à l'utilisation de l'eau. Sachant que l'eau potable est nécessaire pour boire, nous avons trouvé d'autres options. A-t-on besoin d'eau potable dans nos toilettes? Il existe différentes toilettes équipées qui permettraient de ne pas avoir à utiliser de l'eau potable dans les toilettes. Par exemple, les toilettes sèches dont le principe est l'utilisation de la cire de bois ou par exemple pour recouvrir les excréments, empêcher les odeurs. Il existe différents types de toilettes sèches que les curieux pourront découvrir. Il existe les toilettes basées sur le principe de la phytoépuration. C'est un système de traitement des eaux, des plantes et des micro-organismes pour filtrer les impuretés de l'eau. Puisque nous sommes en été, nous nous sommes penchés sur le cas des piscines. Une piscine de 10 mètres sur 5 mètres utilise 75 000 litres d'eau. Il existe des piscines naturelles où l'eau propre, non potable, le chlore, où il y a des bassins de filtration. Quelques astuces pour économiser l'eau. Par exemple, rincer les légumes et après mettre l'eau aux fleurs. Arroser le jardin avec l'eau du puits. Il ne faut pas laisser l'eau couler pour rien. Finalement, est-ce que ce n'est pas par manque d'habitude que les gens n'utilisent pas ces méthodes ou par manque d'information? Merci Laurie et Elise. Et maintenant, un peu d'humour avec Jean et Santo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'eau? C'est la vie. Oui, la vie de qui? La vie de chaque être vivant sur Terre. Et pourquoi? Je ne connais pas la réponse. Bref, comment utilises-tu l'eau? Je ne l'utilise pas. Moi, je bois du soda, en fait. Oui, bien sûr. Et tu te douches avec du soda. Ça veut dire quoi, se doucher? D'accord, c'était ça cette odeur tout à l'heure que... Urk. Passons à autre chose. Comment te laves-tu tes affaires? Bah, avec un soda à l'orange, comme tout le monde. Ah! L'eau. Allô? Ouais? Non. Mais allô, quoi? De quoi? Oui. Continuons. Combien de litres d'eau consommes-tu par jour?
2000 par là. Ah, mais c'est impossible. Tu vas pomper toutes les réserves d'eau. Attends, c'est quoi des litres déjà? Alors attends, 3 litres d'eau est égal à 3 bouteilles de soda. Ah, d'accord, je vois. Donc revenons à notre sujet. Te laves-tu les dents? Non. Quoi? Mais il est malade ce type. Bon, j'en ai marre, je pars. Oh, tu vas. Je vais remplir ma piscine. Tu crois que c'est le moment? Ben oui, pourquoi? Bon, combien de litres d'eau contient ta piscine? Attends, soit 75 000 litres, il me semble. Ah, mais c'est impossible. Tu vas pomper toutes les réserves d'eau. Copieur. Merci Jean et Santo. Tout de suite, Joanne et Hugo vont vous faire un petit quiz. Merci Lina et que le quiz commence. Question 1. Qu'est-ce que l'eau? A. C'est ce dont les humains ont besoin pour vivre. B. C'est une boisson qu'on n'a pas besoin pour vivre. C'est ce dont les humains ont besoin pour vivre. Deuxième question. Est-ce que l'eau sans les déchets? A. C'est une eau non polluée. B. C'est une eau polluée. Alors je vais dire la A, c'est une eau non polluée. Troisième question. Si on continue de polluer l'eau, que se passera-t-il dans 50 ans? A. Les glaciers fondront et les niveaux de la mer augmenteront. B. Tout sera normal. La A, c'est logique. Les glaciers fondront et le niveau de la mer montera. Question 4. Pourquoi les déchets marins ne sont-ils pas récupérés? A. Parce que les humains ne se rendent pas compte des déchets qu'il y a dans la mer. B. Parce qu'ils s'en fichent. Cinquième question. Que peut-on faire avec de l'eau? A. Presque tout comme se doucher et boire. B. On ne peut pratiquement rien faire. Je vois pas pourquoi je réponds. La A, bien sûr. Presque tout comme se doucher et boire. Est-ce que le plastique joue dans la pollution de l'eau? A. Oui, le plastique pollue l'eau. B. Non, le plastique ne pollue pas l'eau. C'est la A, parce que le plastique pollue l'eau. Pourquoi on ne peut pas recycler tout ce qu'il y a dans l'eau? A. Parce qu'il y en a trop. B. Parce qu'ils sont tous toxiques. A, parce qu'il y en a trop. Que faut-il préférer économiquement entre les toilettes sèches et les toilettes à eau? A. Les toilettes à eau. B. Les toilettes sèches. B. Les toilettes sèches. À Haïti, ont-ils accès à l'eau potable facilement? A. Non. Oui. B. Non. Non, ils n'ont pas accès à l'eau quotidiennement. Pour terminer, Célien et moi, nous allons vous présenter la prévision de la météo du vendredi 30 juin 2017. En Haïti, à Port-au-Prince, dès 7h du matin, il fera 27 degrés avec un vent de 10 km/h. À midi, il fera 34 degrés avec des orages et un vent de 19 km/h. Et à 20h, le soleil sera déjà couché, il fera 29 degrés et nuageux dans l'ensemble. Le vent sera de 13 km/h. À Rodrigue, dès 7h du matin, il fera 23 degrés avec un vent de 36 km/h. À midi, il fera 24 degrés avec un vent de 39 km/h. Et à 20h, le soleil sera déjà couché avec une température de 24 degrés et un vent de 45 km/h. Ce week-end sera un week-end pluvieux pour Toriac et pour toute la France.
Et cet été, il fera probablement chaud sur les côtes méditerranéennes et un peu moins sur le reste de la France. Par contre, il fera sec dans toute la France et dans à peu près toute l'Europe. Et voilà, cette émission réalisée par les CMACM de 2017 de Tauriac est terminée. Nous vous remercions d'avoir écouté Radio Tauriac et nous vous souhaitons une bonne journée. Nous finissons en musique avec la chanson Imagine de John Lennon. Love to